Et bonjour à tous et à tous ceux qui regardent soit en live, soit la rediffusion. Traditionnellement, je vais commencer par le petit édito qui va bien. La semaine dernière, avec mon sujet d'étude, nous avons beaucoup parlé de jeux de rôle, mais c'est loin d'être le seul moyen de donner un aspect ludique à l'imagination. Les jeux vidéo sont une porte qu'il est possible d'ouvrir pour cultiver ce petit pouvoir. Si l'histoire du jeu vidéo débute dans les années 50, ce qui est très récent, aujourd'hui cet art fait totalement partie du quotidien de bon nombre de personnes. Que ce soit sur PC, console, sur le téléphone, sur les tablettes, que ce soit 10 heures par jour ou 5 minutes le temps d'aller aux toilettes, ce média a largement participé à construire nos références à l'instar de Mario, qui est l'un des personnages les plus connus du monde. Le jeu vidéo sait raconter des histoires, il sait émerveiller, faire peur, énerver, faire rire, mais ce qu'il sait faire le mieux, c'est apporter à l'utilisateur une expérience, et vous savez à quel point ce mot me parle. Alors, 3 fois ne sont pas coutumes, mon invité de ce soir est une nouvelle fois un game designer. Il est entre autres à l'origine de Skybalzac, dont nous avions parlé lors du second épisode avec Aurélien. Je vous présente alors Maxime, qui sera mon sujet d'expérience de ce soir. Maxime, tu es dans un bureau, tu t'imagines être dans un bureau, l'expérience est métaphorique bien sûr, très poussiéreux, il y a peu d'écran, t'as plus trop l'habitude de ça pour le coup. Et tu as un espèce de robot cuivré qui s'occupe de préparer mon équipement pendant que je te regarde avec un petit sourire en coin, quelque peu inquiétant. Le sujet est prêt pour l'expérimentation. Je suis Loremlo, je te souhaite la bienvenue dans mon Imagilab. La première question est la plus importante, Maxime, comment vas-tu ? Ça va, et j'espère que ça va bien pour toi aussi. Bah ça va très bien. Mais ce soir c'est pas moi qui me fais expérimenter en l'occurrence. Donc non, ça va mieux. Et bonsoir à Lucky Poire qui a rejoint le chat. Maxime, je sais de toi que tu es game designer, que de tous les invités que j'ai eus, tu es le moins rôliste d'entre eux, pour le coup. Probablement. Je connais pas les autres à part Aurélien. Ah bah j'ai eu beaucoup de très gros rôlistes en l'occurrence. Ta licence de cœur c'est Zelda, mais on en reparlera bien assez. Tu as participé à plusieurs game jams, au développement, comme je l'ai dit, de Skybalzac, mais je vais te laisser me parler un peu plus de toi, de tes activités, de ce que tu fais en ce moment, etc. Ouais, alors juste, je suis pas professionnellement, je suis pas game designer, D'accord. producer, donc c'est pas du tout le même job. En gros, moi je suis dans le côté gestion de projet dans le jeu vidéo. Mhm. Mais après, j'aime bien le game design aussi, c'est un truc qui m'intéresse, que je trouve cool. Donc, effectivement, dans les projets de Jam dont je t'ai montré la page, là, j'avais fait game designer dans le sens où c'est moi qui avais apporté les concepts des projets et puis fait un peu de level design ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Mais mon boulot en tant que tel, et donc notamment parce qu'on parlait de Skybalzac, voilà, on représente, j'ai mon t-shirt. Ah bah parfait, tu fais ta petite promo. N'oubliez pas d'acheter le jeu. J'ai pas été game designer sur Skybalzac. Par contre, en tant que produceur, comme on était une petite équipe, j'ai aussi fait des retours qui ont nourri le game design. D'accord. Ok. Mais c'est pas moi qui établis les mécaniques de base, etc. J'ai fait des suggestions pour en modifier, pour en rajouter, sur des détails, quoi. Et j'ai pas fait de level design non plus à proprement parler. Ça marche. Bah, de toute façon, on va rentrer pas mal plus dans les détails vers la fin de l'interview à ce sujet-là. Et du coup, en ce moment, est-ce que tu es sur des projets particuliers En ce moment, donc je suis en temps partiel avec les histoires de Covid et compagnie. Forcément. Ça a été un peu compliqué les derniers mois. Et donc je suis en temps partiel dans une boîte qui s'appelle Abiding Bridge et je bosse en tant que producteur donc sur un jeu qui s'appelle Time Rift, qui est en gros on va dire un jeu de puzzle, mais avec des mouvements, des contrôles de shoot 'em up. D'accord. On se déplace dans un labyrinthe et il faut réussir à trouver la sortie avec tout un tas de petites mécaniques qui font que c'est plus de la réflexion en étant un peu sous pression que shooter des ennemis dans tous les sens, quoi. Ça a l'air stylé. Ça va sortir sur quoi ça ? Ça va sortir donc sur PC et normalement sur Switch. Ok. Ouais, ça a l'air cool. Dans courant 2021. Ok. Et ça, c'est un projet dont tu es à l'origine ou Pas du tout. Non. C'est un projet qui était aussi un projet étudiant à la base de gens que d'ailleurs moi j'avais croisé complètement au pif à un événement, donc j'avais déjà vu le truc tourner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce projet va se faire éditer, est en cours d'édition chez Abiding Bridge,
Et moi, j'avais fait un playtest en mai dernier. Mhm. Et en fait, les résultats du playtest, ils n'étaient pas incroyables. Il y avait pas mal de petits trucs qui faisaient dire qu'il fallait encore travailler sur le jeu et modifier des choses. Et donc, j'avais fait des retours, etc. Et il se trouve que la boss, Elisabeth, de Abiding Bridge, elle savait que j'avais perdu mon taf précédent à cause du Covid, parce qu'on était en contact en tant qu'indé, quoi, on va dire. Et donc, elle s'est dit, tiens, là, on a besoin d'un producteur pour arriver, parce que moi, je gère la boîte et je peux plus gérer et la boîte et le projet. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais m'occuper de ce projet. Comme c'est une petite équipe, c'est pour ça que je suis en temps partiel. Ok, je vois bien. Alors, Lucky Poire, tu mentionnais que le son était trop faible de Maxime. Est-ce que c'est bon maintenant, vu que je l'ai monté de ton côté? Enfin, je l'ai monté via Discord, donc juste pour savoir si pour Lucky c'est bon. Ok, très bien. Du coup, parce que ça peut être obscur pour beaucoup de gens ce que tu fais, c'est quoi? C'est un peu mieux? Ouais, je peux encore monter s'il faut. Je vais faire ça de suite, comme ça on sera normalement tranquille. Ah, je peux monter de pas beaucoup. Ouais, bon, on verra bien. Ouais, c'était de volume entre nous deux aussi. Tu peux peut-être te baisser et monter le son global. Je vais baisser. En fait, le son global est déjà au fond. Ah, d'accord. Donc je vais me baisser un peu mon son à moi. Et ça devrait être un peu mieux. Du coup, ouais, ça peut paraître flou pour beaucoup de gens. C'est quoi une journée type dans ce que tu fais, en fait? Alors, une journée type, c'est un peu difficile à définir à ce poste-là. Parce qu'en gros, le boulot du producteur, moi, je le définis comme étant mon job, c'est de faire en sorte que les autres puissent faire leur travail. Voilà, mon travail, c'est de faire en sorte que les autres puissent faire leur travail. Donc, en gros, c'est le côté gestion de projet avec tout ce qui va être le planning, l'attribution, la création des tâches. Donc, en gros, quand tu as un projet, que ce soit un jeu ou un événement, où ça c'est assez proche sur plusieurs points, mais en gros, tu as des étapes, puisque tu as une deadline, on va dire. Tu as un moment où tu te dis, voilà, là, le jeu, à peu près, il faut qu'il sorte, parce que c'est la date qui a été prévue avec un éditeur, parce que à ce moment-là, on n'aurait plus de sous, ou parce que tu avances et puis tu te rends compte que tu arrives à la fin, quoi. Enfin, que tu arrives à un niveau satisfaisant de qualité, et que tu as le contenu que tu envisageais à la base. Et en fait, en gros, pour arriver à ça, tu fais un rétro-planning. Donc en gros, tu te dis, pour sortir un jeu, avant, je vais dire par exemple n'importe quoi, mais avant, il faut qu'il soit en bêta. Parce que pour qu'on le sorte et qu'il soit de bonne qualité, il faut qu'on ait fait du debug. Donc pour faire le debug, il faut d'abord qu'il y ait tout ce qu'il faut dans le jeu. Parce que si on fait du debug et qu'ensuite on rajoute des trucs, peut-être que ces trucs ils vont être buggés si on les a pas testés. Donc si tu te dis que la dernière étape avant de sortir le jeu, c'est de le tester et de le débugger, tu te dis qu'il faudrait, s'il faut tant de temps, je dis n'importe quoi, 2 mois pour débugger, c'est-à-dire que 2 mois avant la fin de ton jeu, il faut que tu aies tout dans ton jeu. Mais peut-être que aussi, tu as besoin, tu peux avoir des questions qui sont pas forcément des bugs, mais de l'équilibrage. Donc tu te dis, ah oui, mais donc il faudrait tester l'équilibrage avant aussi, ou peut-être en même temps qu'on va faire du debug, parce que tu vas voir que l'équilibrage, ce sera plus le taf d'un game designer, et le debug, ce sera le taf d'un développeur, typiquement. Et si tu as des bugs, par exemple, qui t'empêchent de passer le niveau 1, tu peux pas avoir des gens qui testent pour faire de l'équilibrage. Donc tu vas dire, il faudrait d'abord qu'on trouve qu'on règle ce bug-là qu'on a rencontré, etc. Et donc en gros, tu fais ça tout le temps, sur chaque étape du projet. C'est faire en sorte que quand les gens ils arrivent au boulot le matin, ils sachent à peu près ce qu'ils ont à faire, pas forcément sur la journée, mais sur la semaine, par exemple, pour avoir un objectif et que tu dis, ok, à la fin de la semaine, à la fin des 2 semaines, dans le jeu maintenant il y a ça, 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 on l'a testé, ça fonctionne, normalement c'est à peu près stable, et on va pouvoir passer à l'étape d'après pour ajouter des nouveaux niveaux, refaire les graphismes, doubler les dialogues, ce genre de trucs. Ça ressemble à de la chefferie de projet en fait, dans ce que moi je suis dans le web. Ouais, ça c'est de la gestion de projet. Ok, d'accord, ça marche. Écoute, on va peut-être pouvoir commencer l'expérience, maintenant que je sens qu'on est dans le bon mood qui va bien. Donc effectivement, tu as le petit robot qui s'appelle Monsieur Circus qui est à côté de toi, qui t'injecte un espèce de petit produit qui te fait progressivement tomber dans les pommes.
tu vois ta vision qui se trouble tranquillement, tu t'endors, tes paupières sont lourdes, etc., etc. T'endors pas vraiment par contre. Et tu finis par rouvrir les yeux quelques peut-être secondes, minutes, heures plus tard, tu n'en sais rien, en fait tu n'as pas de notion du temps sur ce passage-là, dans une espèce d'immense ville en ruine totale. Peut-être semblable à New York, peut-être à Washington, peut-être à Paris, tu sais pas trop et ça n'a pas tellement d'importance pour le coup. La ville a l'air d'être en ruine depuis peut-être... Classique. Ok. Ouais, peut-être que la ville est en ruine depuis au moins 200, 300, 400 ans, tu sais pas trop. Mais toi tu sais que tu as une idée en tête. Tu fais partie d'une espèce de petite communauté de survivants et il y a un enfant parmi eux qui a une grave maladie pour laquelle tu as besoin de trouver un remède. C'est pour ça que tu t'es rendu dans cette grande ville dans l'espoir de trouver d'autres survivants, parce que toi tu ne possèdes malheureusement pas ce remède. Tu parcours la ville. Comment tu serais équipé dans ce genre de cas, tu penses quel type d'équipement tu pourrais avoir, peut-être aussi quel mood tu pourrais avoir quand tu te balades dans ce genre d'environnement? Alors ça dépend depuis combien de temps je suis réveillé et à quel point je fais partie. Là ça fait depuis toujours, hein. Toi t'es né là-dedans, t'es né dans cette ruine. Ok. On est sur quel type d'environnement de ruine? Enfin, tu vois, ça dépend vraiment de. Alors, on va dire... J'ai le matériel de survie de base. Si je me balade en solo, ça veut dire que je vais avoir un sac, peut-être une arme au cas où, quelques outils, de quoi, voilà, ouvrir s'il y avait encore des boîtes de conserve qui traînent, ou de quoi peut-être si on peut filtrer de l'eau, allumer du feu, une Ouais. couverture de survie, ce genre de truc, quoi. Ok, ça me parle, ouais. Le survivant typique. Non, mais voilà, c'est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre, le type de personnage qu'on risquerait de croiser. Et donc tu te balades dans cette ville et au final tu finis par tomber sur une espèce de hutte faite en tôle de métal avec un espèce de gars qui doit être là depuis pareil des décennies, un peu rabougri, mais en fait dans cette espèce de hutte il y a particulièrement beaucoup d'objets, beaucoup de bric-à-brac. Le gars a l'air d'être un espèce de gars qui fouille un peu partout, comment pourrais-je dire, un gars qui fait de la récup quoi tout simplement. Ouais. Et c'est la seule personne que tu as croisée depuis longtemps, donc tu lui expliques ton problème, et il finit par accepter de t'aider, mais vu que ça fait très longtemps, enfin, il voit du monde, mais que ça fait longtemps qu'il en a pas vu quand même, il a besoin d'en apprendre un peu plus sur toi, et ça va être la première partie de l'interview. On va pouvoir parler de tes références et de ce qui t'anime en tant qu'humain, en tant que rôlier, enfin en tant que joueur, en tant que tout ça. On va pas parler de jeux vidéo. Là, je vais aborder en fait plusieurs thèmes, un par un, et tu vas me citer en fait des références, des choses qui te plaisent dans les thèmes que je vais te citer. On va pas parler de jeux vidéo maintenant parce qu'on en parlera après. On va commencer par un sujet qui te tient à cœur, manga, livre et BD, mais là en l'occurrence ça va plus être manga, de ce dont on a parlé avant. Est-ce que tu as, pas forcément le manga que tu préfères, mais les mangas que tu préfères, des trucs qui te marquent bien, que ce soit anime ou manga écrit? Alors moi je suis beaucoup plus manga papier que animé, Ouais. déjà. Et après, mon manga du cœur, on va dire, depuis un moment, ce serait JoJo's, donc JoJo's Bizarre Adventure. Mhm. Aurélien en a déjà parlé la dernière fois. Voilà, moi c'est une série que je suis depuis maintenant très longtemps. J'avais commencé à les lire à l'époque, en fait, milieu des... Enfin, ouais, 2003, 4, 5, dans ces eaux-là. 2003, sortie de la GameCube, ouais. 2002, alors. En fait, je traînais beaucoup dans un magasin à Rennes de jeux vidéo et de manga. D'accord. Et j'y passais genre mes mercredis après-midi entiers, mes samedis entiers. Des fois, j'y allais le soir ou pendant les vacances, etc. Et en fait, donc j'aidais pas mal le vendeur qui était relativement jeune. En fait, il avait 4 ans de plus que moi, donc c'est quand j'avais 16 ans, il en avait une vingtaine, quoi. Mhm. Et en échange de filer un coup de main, que ce soit d'aider filer un coup de main à nettoyer le magasin le matin ou le soir, ou ce genre de truc, ou remettre des trucs en rayon, ou surveiller quand il y avait beaucoup de monde, et j'avais notamment le droit de me poser dans l'escalier qui menait à la réserve et de lire. D'accord. Et donc, pas mal de mangas comme ça, et c'est comme ça que j'ai découvert JoJo's à l'époque, aux éditions qui étaient éditées par J'ai lu, bien avant d'être repris par Tonkam. Et puis je kiffais bien, quoi, c'était cool. Et plus ça allait, plus j'ai apprécié parce que j'avais
déjà lu d'autres shonen, etc. Et donc le côté déjanté, les pouvoirs, etc. me plaisait pas mal. Le style de graphique un peu rétro aussi. Et puis ensuite, je sais pas si tu sais comment c'est paru en France, JoJo's, mais à la fin de la saison 4, j'ai lu à arrêter. Et peu de temps après, d'ailleurs, ils ont arrêté complètement les mangas, d'ailleurs. Et il a fallu plusieurs années avant que Tonkam se mette à reprendre le flambeau et à éditer la série à partir de la saison 5. Donc pendant un moment, on n'avait que la saison 5 disponible, puisque les Gélus n'étaient plus trop dans le commerce. Et en fait, donc, quand la saison 4 c'est fini, j'ai bien remarqué que c'était un peu genre, tiens, c'est fini, mais genre, ça s'arrête comme ça, c'est un peu, il n'y avait pas d'espèce de conclusion super finale, parce que même si les arcs sont bien délimités, ben, j'étais un peu sur ma faim quand même, et c'est le premier manga qui m'a fait, j'ai cherché sur internet, et c'est le premier manga qui m'a fait découvrir les scans. D'accord, ok. Et donc, bah, j'ai commencé à les lire en scan, en anglais, en essayant de me débrouiller, etc. Et puis c'est comme ça qu'après, je suis tombé sur les Naruto, les One Piece que je lisais là, en papier dans le magasin ou pour certains que j'achetais. Et puis, que je me suis mis à découvrir les scans et donc à lire encore d'autres trucs et à pouvoir continuer JoJo's un petit moment jusqu'à ce que ça ressorte enfin en France, quoi. Ouais, il y a eu longtemps de coupure parce que moi je sais que je lis pas JoJo's, mais c'est vrai que en fait je sais que ça existait depuis longtemps, mais que j'ai l'impression qu'il y a eu comme un renouvellement de la hype par rapport à ce manga-là, parce que on voit de plus en plus de mèmes, etc. quoi. Qui a amené ça? C'est quoi, pardon, j'ai pas entendu. C'est l'animé qui a relancé le truc. Alors attends, est-ce que il y a moyen de trouver... J'en profite juste pendant que tu cherches, justement pour les personnes qui viennent pour la première fois, n'hésitez pas à me follow sur la chaîne Twitch, ça a l'air de rien mais ça m'aide grandement. N'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur. Il y a eu 2 ans de coupure entre les deux. Ouais, ah oui, parce que c'est 2007, donc ça peut monter en fonction des mois jusqu'à presque 4 ans. Quoi. Mais... Ok. Ouais, ça va, c'est pas tant que ça. Ben, disons que quand c'est un manga que tu lis quand même, d'habitude, il y a un tome qui sort tous les 2 mois, 2 ans, ça fait... Pour quelqu'un, oui, bien sûr, qui est dans le truc, on peut le comprendre. Ouais. C'est assez... En tout cas, j'ai bien aimé effectivement l'histoire du gamin qui... Enfin, du gamin, t'avais 16 ans du coup, mais qui passe son temps dans une boutique. On est beaucoup peut-être à se voir dans cet enfant-là, dans cet ado-là qui passe... Moi, pareil, hein, j'ai passé énormément de temps dans les boutiques de jeux de société, jeux vidéo, peut-être pas toutes mes journées. Et la question que j'aurais pu te poser, c'est est-ce que t'étais le gamin chiant qui reste trop longtemps sans acheter? Mais non, a priori, vu que tu aidais, tu n'étais pas le gamin chiant. C'est ça. On a organisé des tournois dans ce magasin, c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs potes d'époque qui achetaient la GameCube en même temps que moi, et c'est là aussi qu'on s'est mis à squatter vraiment plus. Avant, j'étais un habitué du magasin, juste là, quoi, et justement, j'étais peut-être le gars qui passe et puis qui reste un peu longtemps à essayer à lire vite fait ou à voir s'il y avait moyen de regarder les démos ou de tester des jeux, j'en sais trop rien, je me rappelle plus vraiment, mais je me rappelle que comme le vendeur, il était cool et que, ça l'arrangeait bien aussi d'avoir un coup de main comme ça. Ouais. Il y avait plusieurs personnes qui faisaient ça d'ailleurs. Qui se un peu comme ça. Il y en a ensuite d'ailleurs, j'ai fini par faire un stage là-bas ensuite quand j'étais en DUT. Et c'est quoi, c'est quoi la boutique? Elle existe encore? Non, elle n'existe plus, ça s'appelait Planète Loisir. Voilà, c'est Rennais parmi les 5 personnes qui sont sur le... Et voilà, s'il y a des potes en tout cas, ils connaissent, mais... Ok. Très bien. En film ou en série? Quelque chose... Et où, en fait, d'ailleurs? En film et ou en série... Quelque chose... Si, pas forcément le truc particulier qui t'a marqué ta vie, mais peut-être quelque chose qui t'a marqué récemment? Une découverte récente qui t'a vraiment... En vrai, des séries, ça va. Je suis pas un gros sérivore comme il y en a qui peuvent être et qui regardent tout ce qui passe sur Netflix, mais j'en regarde quand même pas mal. Après, forcément, dans les dernières années, j'ai maté Game of Thrones, déçu par la fin, comme un peu tout le monde. Enfin, surtout par la façon dont les deux la façon dont les 2 dernières saisons ont été menées, ouais. Ça allait beaucoup trop vite, etc. Breaking Bad, que j'ai bien kiffé. Forcément. Better Call Saul,
dont j'attends la suite, que je trouve excellent. On en est à la Peut-être saison 5, c'est ça? que Breaking Bad sur certains points. C'est mieux maîtrisé, en tout cas, Hmm. je trouve. C'est le même Euh, réalisateur, Breaking Bad et Better Call Saul, je sais pas. je crois. Il me semble bien que c'est les deux, là, Vince Gilligan et je sais plus, un truc comme ça. Ah, il commence à être rodé. Mm. Est-ce que tu as vu d'ailleurs le film Camino de quoi? El Camino Ouais, El Camino, ouais, c'est ça. Bah, je l'ai trouvé moins ouf. T'es pas ouf, Mhm. justement. Bah, C'est sympa. Pas, je l'avais trouvé sympa, mais j'avais l'impression que c'était plus genre comme un autre épisode de Breaking Bad un peu long. c'est Ouais. ça. Et ça fait pas tant que ça le perso de Jesse. Et Hmm. en fait, ça se passe juste après. Et j'aurais bien aimé, en fait, un truc qui peut-être va un peu plus loin dans le futur de Jesse. Hmm. Qu'est-ce qui devient et quelque chose comme ça. Alors, il y avait des scènes cool, hein, la scène avec le flingue dans la poche, par exemple, elle est Alors, excellente. on risque de Et puis, spoiler El Camino et Breaking Bad, donc voilà, ceux qui restez 5 minutes, ceux qui ne l'ont pas vu, partez 5 minutes. Mais ouais, donc vas-y, tu dis. mais voilà, c'était cool. Et Non, non. sinon, En en film? film, un de mes films du cœur, ce serait Dark Crystal, je pense. Depuis que je suis gamin, enfin que j'ai vu quand j'étais Ah gamin et ouais, que il y a une série aussi de ça. et que j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, la saison 2 finalement qui devait avoir lieu a été annulée. Ouais, Donc, j'ai entendu parler de ça. c'est un peu chiant parce que c'était, bah, en fait, c'était pas tout à fait fini, Hmm. peut-être même pas du tout, je sais plus. Et donc c'est un peu nul qu'ils aient coupé comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on mate d'autre comme série? En ce moment, on mate Fargo. D'accord. Ah, ça date un peu, Dire ça. comment- C'est cool. C'est très étrange, mais c'est cool. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre comme série? Je demande à la copine parce qu'elle passe. Eh ben, y a pas de souci. Ouais, en ce moment, on mate le Mandalorian aussi, ouais. Ok. Voilà, c'est ça, mais... Mandalorian, il faut que je mate la saison 2 et en plus ça me saoule parce que du coup, faut que j'esquive à chaque fois les spoils sur Facebook parce que j'ai toujours pas vu. Et, Ouais. le JDR dont je t'ai parlé en MP est tiré de l'univers de Dark Crystal. Ah, d'accord. Stylé. Enfin, plutôt des films du réel. Ok, d'accord. C'est Lucky Poire qui me dit ça sur le chat. Très bien. Oui. Et Ouais. ouais. Après, en film, j'aime bien les films avec. En fait, j'aime bien les films avec souvent des plot twists ou des mind games. Hmm. Je suis pas. Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'opposé. Whiplash. Je sais pas si tu l'as vu. Si, j'ai adoré. Moi, j'ai testé. Les Ah, potes avec qui j'étais ont kiffé. Moi, j'ai trouvé ça infernal. Parce que les persos étaient injouables. Et je sais qu'ils sont faits pour être injouables. Mais à la fin, celui qui est le plus injouable des deux, et il prouve qu'il avait genre raison d'être injouable pour son. Il arrive à ses fins et c'est genre ah bah voilà j'ai bien fait d'être un enculé et d'être dur avec lui et d'être une ordure avec mes élèves etc pendant toute ma vie parce qu'à la fin j'ai bien réussi à découvrir le nouveau super talent quoi. hmm. Je trouvais ça atroce comme morale entre guillemets Ouais, ouais. et puis que sinon il se passait pas grand chose quoi et voilà, les persos m'étaient antipathiques, etc. Et c'était pas justement un. Il n'y avait pas Tu subis le truc, tu le suis, mais voilà, moi ce que j'aime bien, c'est tu vois un film et tu essaies de deviner qu'est-ce qui va se passer et le Hmm. film arrive à... Alors c'est marrant quand tu arrives à deviner, mais c'est bien aussi, c'est même mieux quand le film arrive à te surprendre, quoi. Ouais, tout à fait. Après, plus on avance dans le temps, plus ça devient difficile de surprendre. En tant qu'humain, je veux dire, quand on a bouffé beaucoup de films, ça devient de plus en plus dur de nous surprendre. Mais ouais, Whiplash, effectivement, la morale, elle est un petit peu, elle est particulière. C'est même pas une vraie, comme tu le dis, hein, c'est vraiment pas une bonne morale. Mais par contre, je trouve qu'effectivement, le film arrive à te faire vivre des vraies émotions. Justement, cette haine viscérale que t'as par rapport aux deux persos qui valent pas mieux l'un que l'autre. Moi, j'ai trouvé que ça vraiment balèze, quoi, pour un film. Voilà, tu vois, c'est peut-être techniquement c'était peut-être balèze, mais Ouais. résultat, j'ai trouvé ça assez désagréable. On Hmm. avait maté, ça fait longtemps, hein, un film de, je crois, Wes Anderson, je crois. C'était très contemplatif, etc. Et sur un mec qui voyage ou je sais plus quoi, là, un journaliste, ou Hmm. je m'étais
chier, quoi. C'était joli, il y avait des beaux paysages, mais je m'étais fait yesh, quoi. J'aime bien. Ou alors, éventuellement, après, il y a l'autre partie, c'est les films, tu poses ton cerveau et tu regardes Avengers. Bon, voilà, c'est chips coca, c'est sympa à mater avec des potes et voilà, quoi. Et du coup, parce qu'en termes de contemplativité, qu'est-ce que t'as pensé du Seigneur des Anneaux? Parce que là, ça peut Alors, ça peut porter à débat. à l'époque au cinéma, j'avais bien aimé et je les ai rematés une fois après avec des potes en marathon. Ouais. Et j'avais encore plus aimé, je crois. Enfin, j'en avais un souvenir. Ouais, c'était sympa, quoi. Et j'avais vraiment kiffé. Et je les ai rematés, sauf le 3, je sais plus. Il y a quelques années avec ma copine. Et puis on n'avait pas mis le 3, je sais plus pourquoi. Parce qu'on trouvait pas le temps. Et bon, bah, c'était chouette. Mais c'est pareil. Au bout d'un moment, en fait, tu te dis, ben, c'est sympa, mais il y a Legolas qui m'énerve. Et puis il y a Gimli qui est une blague qui sert qu'à faire des blagues. Et c'est les persos, tu vois, un peu des fois trop clichés qui me sortent un peu du truc ou qui vont vite me m'agacer, quoi. Ah bah c'est des persos clichés, mais bah, ils marquent les bases du truc aussi, hein, l'Heroic Fantasy, Ça. quoi. Donc après, tu vois, c'est ça. Si tu remets le truc dans son contexte, dans son époque, bah Gimli quand même, c'est pas, genre j'ai pas lu les bouquins, mon père les a lus, mais de ce qu'il me disait, lui aussi, il avait été un peu déçu du traitement de Gimli, D'accord, ouais. qui se souvent Psyche, quoi. de la farce entre guillemets, alors qu'en fait normalement c'était un perso stylé, quoi. Ouais. Ah, je le trouve quand même stylé. Ah, il a de très bonnes répliques. Mais ouais, ok, ok. Et Sûr que si elle est rouge, beaucoup de sang a dû couler cette nuit, tu vois. Au moins lui il échappe, tu vois. qu'est-ce que je veux dire? Pareil, en film... Et ça c'est pas super stylé, quoi. non, c'est sûr. En termes de films, pareil, qui sont, je trouve, très clichés. Je sais pas ce que tu penses des Star Wars. Qui pour moi sont l'essence même du cliché, mais c'est normal, ils posaient les bases, tout pareil. Et j'ai vraiment du mal maintenant avec les Star Wars. Tous, hein. Ouais, je les ai pas rematés. J'ai trouvé la dernière trilogie nulle à chier. Ah, On a maté 2-3 mois, un truc comme ça. Mais vraiment, c'est poubelle, quoi. Et je crois qu'au final, dans mes souvenirs, j'avais trouvé Star Wars sympa quand j'étais gamin. Quand je les ai revus, j'ai dû les revoir ado. Voilà, j'avais la trilogie, la préquelle, je les ai matés au cinéma. J'avais bien aimé le premier parce que bah voilà, c'était sympathique et j'aimais bien la tête d'Anakin et tout, quoi. Le deuxième, j'avais pas aimé parce que bah, quand il fait sa crise d'ado, ça m'avait saoulé. Et le troisième, j'ai bien aimé le côté tragédie parce que tu sais qu'à la fin, bah ça va mal finir. Et j'avais trouvé ça intéressant, hmm. j'ai bien aimé. Et sinon, bah, c'est Rogue One justement aussi que j'ai Oui, bien aimé parce que pareil, le si. côté tragédie, bah tu sais que voilà, tu sais qu'ils vont se sacrifier, etc. Mais tu as envie de voir c'est quoi le bout de chemin de ces personnages-là et comment est-ce qu'on en arrive là, quoi. Alors, il va falloir que je mette un risque de spoil à partir de maintenant. Ça, c'est de ma faute sur le live. Mais je pense sincèrement que je le ferai parce que à chaque émission, on spoil des trucs. Ça a daté, hein, tu vois. Ah oui, non, c'est Rogue sûr. One, tu sais que c'est ça, donc c'est annoncé dès le début. Bah, Rogue One, moi, j'y suis allé sans trop savoir, en fait. Je me souvenais plus. Ah non, D'accord. Et ma copine de l'époque le savait pas non plus. Et en fait, elle m'a chié un cake après le truc, l'air de dire putain, mais je savais pas que ça allait être triste et tout. Et Ouais, tu vas au cinéma sans regarder. Moi, je regarde pas les films généralement sans avoir un pitch avant, tu vois. Donc d'accord, je ouais. sais au moins de quoi on va parler et je Hmm. savais où est-ce que ça se situait dans la trilogie, tu vois. Donc bon, ben. Hmm, hmm, hmm. On salue Wimiz qui vient d'arriver sur le chat. Salut à toi. Et Salut. j'espère que tu vas bien aussi. Ok. Alors on va continuer. Des musiques qui t'inspirent, des thèmes musicaux, ça peut être un peu de tout. Des genres Alors, musicaux. je sais pas si tu peux la passer avec les risques de strike ou si on peut la Compliqué. linker. En ce moment, une de mes musiques du kiff, c'est l'intro de Haven qui sort demain. Un jeu de Game Bakers, les gens qui ont fait Fury. Ça a rien à voir, mais l'intro avec l'animation de l'intro, ça tue. Voilà, je la trouve trop stylée. Elle me fait quelque chose, tu vois, la musique. D'accord. Avec la cinématique. C'est du Danger, je sais pas si tu connais l'artiste. C'est de Du tout. l'électro. Ok. Euh, je dirais pas que c'est de la synthwave Danger ce qu'il fait, mais un peu des fois.
Mais et franchement, ça déboîte. Ok, ok. Bah alors, je peux pas la passer parce qu'effectivement. Les gens voient pas de quoi je parle. Ou... Alors, Haven, tu l'as écrit comment? Haven? Haven, ouais. Ouais. Et Euh, Free, quelque chose, 4.12. Danger, il a un truc qui est chiant pour retrouver ses musiques, c'est qu'il les nomme en fonction de l'heure à laquelle il finit la track. Donc chaque chanson, c'est un chiffre. Voilà, c'est 1 heure et des minutes. C'est particulier, mais d'accord. C'est un jeu sur Nintendo Switch, c'est ça? Alors PC, Switch, toutes les consoles next-gen, etc. Alors, Il faut taper Haven, Danger. je me risque à partager un lien, j'espère que c'est ça. Tu sais s'il le ban ou pas. 442, c'est ça, Still Free, ça s'appelle. Ah! Alors, c'est pas du tout ce que j'ai partagé, mais je vais partager l'autre. Ok, je l'ai. Je te laisse de côté, mais je reste là. Ça marche, Wimiz. À plus. Ah bah, nickel. Voilà. Et tu as Monsieur Circus qui te dit bonjour. C'est mon bot. Salut. C'est mon bot. Hein. C'est le robot qui t'a fait dormir. C'est lui. Ok. Et donc, je la trouve incroyable, la track avec la cinématique, elle est mais magnifique. Mhm. Et voilà, sinon, je te disais avant, j'écoute pas mal d'OST, donc que ce soit de beaucoup de jeux, un peu d'anime, un peu de film aussi. Et historiquement, on va dire, moi j'ai commencé à écouter vraiment de la musique, justement de l'OST dans le magasin dans lequel je traînais, puisqu'ils en vendaient aussi. Donc il y avait du City Hunter, des trucs comme ça qui passaient en fond, du Final Fantasy, etc. Et puis ensuite, avec les potes que je me suis fait à l'époque, je me suis mis un peu plus dans le métal, avec Rhapsody of Fire, donc, qui est bien cliché maintenant en mode epic metal, power metal. Et puis à écouter un peu d'autres trucs comme ça. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à faire plus des soirées, à faire la teuf, on va dire, quoi, j'ai découvert l'électro avec du happy hardcore. D'accord. Avec un japonais qui s'appelle DJ Sharpnel et qui faisait pas mal de happy hardcore avec des samples justement de musique de jeu ou de musique de manga, d'animé. D'accord. Et donc en fait, c'est un pote qui passait ça en soirée et au début je prenais ça à la rigolade parce que forcément quand tu passes le métal qui se prend parfois un peu trop au sérieux et les métalleux qui se prennent un peu trop au sérieux aussi à ça qui était complètement déjanté et complètement second degré, et ça m'a fait beaucoup rire. Et en fait, à force de m'amuser là-dessus, je me suis mis à écouter de plus en plus d'électro, etc. Et maintenant, j'écoute essentiellement ça et beaucoup, beaucoup moins de ce qui va être rock, metal. Mais j'ai toujours été dans les musiques un peu en dehors des OST, qui peuvent être, c'est super varié forcément, mais ça se rapproche de l'ambiance qui est véhiculée par l'œuvre en général, quoi. J'ai été attiré plus par les musiques un peu extrêmes, un peu qui bourrent, quoi, tu vois, que ce soit dans l'électro ou dans le métal, ou le métal tout court, qui passe à la radio, la pop rock, tout ça, ça a jamais été mon... Et c'est le genre de musique que t'écoutes même pour bosser? Parce que moi je sais que quand c'est un peu violent, fou. Ah non, la trance pour bosser, c'est génial. Ah ouais, ok. Ouais, parce que justement, en fait, c'est quand on écoute longtemps, l'idée c'est de te mettre en transe, tu vois, justement. Sauf que là, au lieu d'essayer de danser ou d'être un peu déchiré ou éméché en fonction de ce que tu prends, ou juste à force les enceintes et les basses qui font que ça te fait de l'effet, même dans le cœur, etc. En fait, le rythme, lancinant, etc. et le truc qui fait que l'espèce de continuité que tu as tout le temps dans ce genre de musique, ça te met dans un état où la musique, tu l'écoutes, mais à moitié, tu vois, elle t'accompagne, et puis voilà, ça te rythme, et en même temps, comme c'est de la musique dynamique, et ça me met dans un état d'auto-hypnose, entre guillemets, c'est une espèce, c'est ça, une transe hypnotique, quoi. Mais ça te booste, tu vois, Ok. parce que c'est de la musique dynamique, alors que si j'écoutais de la musique lente et machin, et tu vois, par exemple, de la musique orchestrale, en fond, tu l'écoutes pas, tu n'en profites pas. Alors que là, en fait, sur de la trance ou de l'électro, même de la drum and bass, tu vois, et vu que tu vas garder ce rythme rapide un peu qui vient, etc., des fois, tu vas te décrocher de ce que tu fais et tu vas dire « Ah putain, ce passage-là, il est grave stylé, etc., parce qu'il se passe des trucs. » Mais sinon, hop, tu te retrouves absorbé dedans et tu passes dans le flow, en fait. Ok.
Bah, c'est un bon conseil pour tous ceux qui nous écoutent et qui cherchent des musiques pour bosser. C'est vrai que moi, j'aurais pas pensé à ça, mais clairement, faudrait que j'essaye. Pourquoi pas? Tu peux tester après. Bah écoute, oui, j'essaierai. Au pire, pas trop avancer pendant 2-3 heures. Ouais, c'est ça. Le temps d'essayer, ça aura pas été productif et après. Non, mais je testerai ça. Ok, ça marche. Euh, euh, Parlons de jeux de société, jeux de cartes. Mais on en avait déjà un petit peu parlé avec Aurélien. Il y a donc des jeux que t'aimes bien, et que t'aimes même beaucoup. Ah ouais. Il y en a plusieurs. En ce moment, ce que je dose énormément avec des potes, alors c'était plutôt quand on n'était pas confiné. Là, on va dire que c'est de façon non officielle où on essaie de jouer en ligne. C'est un jeu qui s'appelle Gloomhaven. Mhm. Hors du Haven d'ailleurs. mais Gloomhaven, ok. un tactical, on va dire, avec une notion de campagne. Et en fait, c'est un jeu legacy. Donc, je sais pas si tu es familier du terme. Ou moi, non. Legacy, c'est où tu vas transformer l'état du jeu de façon définitive. D'accord, ok. On va comme ça parce que le premier qui est sorti, ou un des premiers qui est sorti, c'est Pandemic Legacy. En tout cas, c'est lui qui fait naître un peu la vibe, la hype sur ce genre-là. C'est pas forcément le premier. Hein. D'accord. Mais le premier, et je crois que c'est pour ça que depuis tout le monde appelle ça des jeux un peu legacy, quoi. Qui te demandait en fait dans toute la campagne de Pandemic, bah si par exemple à un moment il y avait, je sais pas moi, une carte, elle avait un usage unique. Tu la joues, tu la détruis du jeu. Et en fait le but c'est pas de refaire des parties et des parties, c'est beaucoup plus proche d'une campagne de jeu de rôle on va dire, sauf que tu as la mécanique d'un jeu de société. Et donc tu progresses et à la fin bah, tu atteins une fin du jeu et le jeu bah, il n'est pas fait pour être refait. Il est fait pour être joué avec tout le temps les mêmes personnes, le même groupe de personnes et progresser, etc. Et donc Gloomhaven, bah, y a cette mécanique-là de la ville de Gloomhaven qui évolue et quand tu fais certains choix, bah, tu te barres l'accès à certaines quêtes ou quand tu débloques un objet, tu le débloques définitivement. Si ton personnage, comment tu le fais partir à la retraite parce qu'il a réussi sa quête personnelle, il part à la retraite et si tu en recrées un autre avec la même classe, et bah, tu pourras le reconstruire encore de façon un peu différente, etc. Mais par exemple, si tu améliores des cartes, avec ce personnage, avec cette classe de personnage, et ben les prochains qui joueront la même classe auront les cartes améliorées. Ok. S'ils veulent, ils peuvent prendre d'autres cartes dans leurs mains, mais c'est amélioré, c'est comme ça. Ok. Ouais, c'est le genre de jeu qui... Ça se fait dans le jeu, mais le côté campagne et évolutif est cool. Ça marche. Ouais, c'est le genre de jeu, ouais, de jeu de rôle au final qui se joue sans MJ. Et ok. C'est d'avoir une IA. En fait, bah, t'as une IA des monstres, en fait. Donc ça, c'est le truc un peu galère à apprendre parce que bah, t'es là, attends, lui, il va attaquer telle cible ou telle cible. Alors parce que là, il y a un piège, donc son but, c'est d'attaquer une cible, mais il marchera pas dans le piège, sauf s'il n'a pas le choix et que ça lui permet d'attaquer, et machin chouette, etc. Et donc de comprendre un peu comment marche le comportement des ennemis, ça demande du temps. De régler tous les jetons, les points de vie, les machins, c'est galère aussi, donc on utilise une appli, alors pas pour l'IA, on peut pas, mais qui fait les calculs automatiquement de... Non, en fait, les ennemis, à chaque tour, tu leur tires une carte. Sur cette carte, il y a les actions qu'ils font, et ça a des modifieurs sur leurs stats. D'accord. Donc, est-ce qu'il tape plus... Par exemple, de base, un monstre, il a mouvement 2, attaque 2, donc il peut bouger de 2 cases et taper avec une force de 2. Et ben là, il va faire mouvement 4, mais attaque 1. Voilà. Et en fait, ça, la carte que tu révèles, elle aurait dit move plus 2, attaque moins 1. Donc, bah, nous, avec l'appli, ça te fait automatiquement le calcul, etc. Tu peux traquer les points de vie, tu peux traquer les altérations d'état, etc. sur l'appli. Et donc, ça permet de ne pas avoir à manipuler tout le temps des roues de points de vie, des jetons, des machins. Mais d'accord, mais du coup, la question va être un peu naïve, mais quel est le plaisir que t'en retires plus qu'une expérience de jeu vidéo? Parce que ça, techniquement, vous auriez pu jouer à un jeu vidéo qui reproduit ça. Ouais. Ben, le truc, c'est que tu joues en multi quand même, t'es quand même avec tes potes. La manipulation du matériel sur le plateau, elle reste présente. Ouais. La manipulation des cartes, elle reste présente. Mais Gloomhaven, eh ben, il faut savoir qu'il y a une version Steam qui est qui est pas le jeu de plateau exactement, mais qui est une version jeu vidéo du jeu de plateau qui est développée par Asmodee Digital et qui est dispo en bêta, là, en early access, qui est plutôt cool. Et en fait, ben, eux, ils changent un peu. Alors, ils changent pas les mécaniques du jeu, mais ils changent les mécaniques de quête, etc. pour que tu puisses avoir plus de trucs à faire toi-même, ou une espèce de mode roguelite
on va dire, où D'accord. tu crées ton groupe d'aventuriers, tu as un grand objectif final, comme tu ferais une micro-campagne de jeu de rôle, quoi. Mhm. Et le mode multi, là, qui est aussi en bêta. Et par contre, le jeu, il est aussi sur Tabletop Simulator. Il y a un mode Ouais. officiel, supporté officiellement, etc. Et donc, tu peux jouer avec tes potes tout en ayant Tabletop, donc le côté je bouge mes pions, etc. Et avec certains trucs qui permettent d'être scriptés et de faciliter Ok. la gestion des calculs, etc. quoi. Mais tu restes quand même avec tes potes autour de ta table à discuter de qui va faire quoi, comment on va Mhm. s'organiser. Non, moi je pense que vaut mieux que tu fasses ci pour que moi je puisse faire ça après, etc. quoi. Ce que tu peux avoir dans un jeu vidéo en multi, mais t'es pas autour de la table en fait. Ouais. Et donc t'as pas la convivialité dans les. Moi je joue très peu en multi en vrai en jeu vidéo, surtout online. J'ai beaucoup plus tendance à préférer Les le jeux solo. local quoi. Et Ah oui. Monster Hunter, effectivement, si on en parle, enfin t'en as peut-être sûrement parlé avec Aurélien aussi, moi ma période préférée c'est quand on y jouait sur PSP ou 3DS Mhm. parce qu'on était dans la même pièce. Ouais. Parle vraiment, et t'es avec tes potes et tu fais tourner ta bouteille de coca et compagnie quoi. Mhm. Là, t'es devant ton micro, devant ton PC, c'est moins de kiff pour moi. On aura peut-être tendance à en reparler un petit peu après quand on spécifiera plus les jeux de vidéo. Et du coup, pourquoi Ouais, est-ce ça c'est que le truc du moment, Gloomhaven. ça marche? Et est-ce que tu fais du coup, parce que j'ai dit que t'étais le moins rôliste de mes invités, mais est-ce que tu fais quand même du jeu de rôle? Et si Alors j'en oui. ai fait un tout petit peu quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai fait quelques campagnes vite fait, enfin une campagne ou un bout de campagne, on va dire, de Donjons et Dragons un été avec mon cousin qui lui en faisait un peu plus. Mhm. Et donc on avait bien voulu faire le MJ. Mais donc on était lui en MJ et puis 3 joueurs, quelque chose comme ça, peut-être 4, je sais plus. Voilà. Et on avait fait du Cendre aussi une fois, qui est dans un univers post-apo Mhm. et qui est d'ailleurs, enfin je pense pas que ce soit encore édité du tout. C'était un assez petit truc, mais c'était cool parce que ça changeait en mode un peu. Ça changeait de l'Heroic Fantasy Ouais. qui était le truc un peu plus connu quand même de l'époque. Ok. Voilà. J'ai essayé de m'inscrire dans un club de jeux de rôle aussi quand je suis arrivé à Rennes au tout fin collège ou début lycée, je sais plus quand j'ai essayé. Et en fait, c'était des mecs qui étaient plus âgés que moi, etc. J'avais voulu m'inscrire à ça parce que je jouais à. Comment il s'appelle déjà Warhammer Quest Mhm. de Games Workshop, parce que j'ai joué à Warhammer aussi pas mal. C'est l'autre endroit où je passais mes mercredis après-midi avant justement d'aller à Planète Loisirs. C'était le Games Workshop. Mhm. Et en fait, je pensais que il y avait du plateau, etc. dans le jeu de rôle. Et en fait, les mecs étaient vraiment, c'était que du pen and paper. Et Mhm. en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y aller parce que j'avais pas de rôle. Enfin, au début, c'était là, genre, viens là en observation, comme ça, tu vas voir un peu comment ça fonctionne. Puis Mhm. ensuite, il y avait une campagne en cours de un jeu dans l'univers du roi Arthur. Donc, il m'avait fait un écuyer, un truc comme ça, mais j'avais à peine joué. Je- Enfin, j'avais vraiment rien fait. Et puis au bout d'un moment, j'ai senti que, ouais, en fait, c'était des mecs qui se retrouvaient là. Ils avaient une asso pour avoir un local, Mhm. pour avoir un endroit où ranger leur matos. Mais en fait, si t'étais pas déjà un rôliste Ouais. plus aguerri, et puis bon, c'était des mecs qui avaient 20 ans quand j'en avais 16 aussi, quoi. Donc je suppose que j'étais peut-être un peu trop jeune pour eux. C'est Et possible. voilà. Bah, c'est malheureusement beaucoup ça dans l'univers du jeu de rôle. Autant tu peux tomber sur des gens qui sont très très accueillants pour les nouveaux joueurs, autant beaucoup de groupes sont vraiment très fermés et ont un peu de mal avec les nouveaux arrivants, surtout les plus jeunes, effectivement. Euh, c'est un monde particulier. Surtout quand, voilà, je comprends aussi les mecs, ils ont leur campagne en cours, Hmm. etc. Eh C'est ben, pas facile d'introduire d'un coup des gens. Je pense que leur asso, elle était vraiment plus là parce que pour des raisons de pratique hmm. pour eux, de logistique, que dans le but de dire on va faire découvrir le jeu de rôle et accueillir des gens, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, après j'en sais rien. Il y avait peut-être aussi surtout ça se trouve c'était essentiellement la différence d'âge Hmm. qui les qui les qui les freinait, quoi. Je sais pas. Tu n'auras probablement jamais la réponse. Voilà. Sauf s'ils regardent la rediff, ou qui sont là ce soir, auquel cas bonjour. Et en jeu de société, sinon je dose pas mal Dominion que Hmm. j'aime beaucoup. Dont Aurélien avait parlé, je crois, Ouais, bien en sûr. deck building.
Et en party game, je vais faire un instant mini promo. Attends, je les chope dans une armoire. Est-ce que je vais pouvoir réussir à le faire sans débrancher, sortir mon casque? Non. Et ben, je vais en profiter pour meubler un petit peu. Je le redis, hein, s'il y a des nouveaux arrivants, n'hésitez pas à cliquer sur le petit like pour suivre la chaîne. Moi, j'en profite pour meubler en faisant ma promo à moi. Alors, tac, bon, ça va être promo mirror. Mais là, j'ai Gobit. J'attends de voir si c'est un miroir dans le Alors, attends. lac de la cam. Ouais. On voit un peu. Ça, et Rimtic, qui sont deux jeux des party games, donc rien à voir avec Gloomhaven ou Dominion, mais qui sont pour moi deux des meilleurs party games qui sont. Alors Rimtic, ça va être dur de le trouver maintenant. Gobit, vous allez le trouver, mais pas avec cette boîte-là, et qui ont été faits par une boîte qui existe encore, je pense officiellement, qui s'appelle All Chap Edition. Et en fait, c'est chez des gens chez qui j'ai fait un stage, enfin mon alternance en école de commerce. D'accord. Et j'ai bossé sur le 3e jeu que j'ai pas montré là parce qu'il est un peu plus loin et puis qu'il est moins bien. Il faut être honnête. Trop dur à jouer. Et en fait, pardon. Les party games à la base, c'est moins ma cam. Mais ces deux jeux-là, ils sont vraiment très très bien fichus en termes de mécanique, en termes de polish. Et Gobit, si vous aimez le Jungle Speed, dites-vous que c'est le Jungle Speed, mais en mieux. Genre mieux. Vraiment mieux. Voilà. Parce que c'est pas de la discrimination visuelle, c'est une chaîne alimentaire. Donc en gros, on est plus sur de la... Il y a un peu de réflexion, un peu plus de réflexion à avoir. Et c'est pas juste, je vois mieux, ou je suis plus rapide physiquement et je gagne. Il y a plus de stratégie, il y a plus de... Voilà. Et le jeu, c'est trop marrant parce qu'à la base, il est très simple. Et enfin, très simple. Il est simple. Et en fait, c'est en faisant des événements à répétition qu'ils ont vu qu'il y avait, notamment à Parthenay, où il y a le Flip, un festival de jeux de société, le plus grand festival de jeux de société en extérieur de France, peut-être d'Europe, je sais plus. En extérieur, qui s'en tire avec ça. Toute la ville, tout le centre-ville, ça devient une gigantesque ludothèque avec des jeux partout dans les rues et tout. Très stylé comme festival. Et en fait, ils y vont tous les ans. Et en fait, donc les gamins du festival qui ont grandi aussi avec le jeu, et il y en a qui ont atteint un niveau de jeu de fou. Et c'est là à force d'y jouer, tu te rends compte que il y a de la profondeur dans le gameplay du jeu, quoi. Une bonne marge de progression, quoi. Ouais. Ça marche. Et sur différents axes. À mon avis, ce festival n'a pas eu lieu cette année. Ou peut-être que si, mais de manière virtuelle. Il y a des festivals qui ont fait ça. Ouais, mais c'est pas trop le... Là, c'est compliqué. Ok. Thématique suivante, est-ce qu'il y a une personnalité, française ou étrangère, qui t'inspire particulièrement? Wow. Compliqué ça. Personnalité. Ou un personnage. Hein. On peut dire que on peut aller jusqu'au personnage fictif. Je vais pas dire que c'est pas une personnalité, mais une personne qui m'inspire, qui m'inspire pas mal, je trouve. C'est Hugo, en fait, le gars qui fait qu'on connaît Aurélien, le pote en commun à la base, et qui a justement fait le game design et le dev avec Aurélien de Skybolt Zack. Ouais. Parce que ce mec-là est assez fou, on va dire, sur certains points, mais il a du génie, en fait. Voilà. Voilà, c'est un mec qui est extrême dans plein de trucs, on va dire, dans ses goûts, dans pas mal de choses, et qui peut être super exubérant, etc., avoir un charisme de fou, et dans une autre situation, être en mode genre, je sais pas quoi dire, donc je vais rentrer chez moi et sortir ma Switch parce que je me fais chier, parce que je sais pas quoi dire. Mais voilà, c'est une masse de travail, c'est un bosseur de ouf, et qui est doué dans plein de domaines différents. Il dessine bien, il fait du game design, il est développeur, voilà. S'il faisait de la musique, il pourrait faire un jeu à lui tout seul, quoi. Peut-être qu'il s'y mettra. Et en faire un truc quali. Voilà. C'est fou aussi, quoi. Peut-être qu'il s'y mettra à la musique. On sait pas. Je sais pas. Là, ça commence à demander, tu vois, du temps aussi. Ouais, tu m'étonnes.
Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ok, la dernière question pour cette thématique, c'est une question un peu plus vague, mais que j'aime bien poser, j'en pose toujours une différente. Si tu pouvais avoir un voyage d'une durée de 5 heures, n'importe où, dans l'espace et le temps, où est-ce que tu irais et quand irais-tu? Donc, dans le passé, dans le futur, pendant 5 heures, quelque part, dans l'espace-temps. Je reviens après. De quoi? Oui, tu reviens après. C'est 5 heures, et on va dire même C'est que un- tu es en sécurité. Tu es en full sécurité. Bon, bah, je vais jouer malheureusement le choix le plus terre à terre possible. Mais il y a 200 millions à l'euro million là dans pas longtemps, un truc comme ça. Voilà, Ok. je pense que je vais le jour des résultats, je joue les numéros, je gagne 200 millions d'euros et je m'achète une maison, je relance la boîte, on fait un Skyball Zack 2 ou un autre projet là et c'est ma tournée quoi. Voilà. Ça marche, c'est une réponse complètement valable. Voilà, parce que je pense que après choisir, tu vois, genre si tu me dis non, si tu vas le telle date à telle heure, tu auras toutes les réponses à toutes tes questions sur l'univers. Bon, tu vois, je me tâte. Mais le problème Hmm. c'est que je sais pas à quel moment c'est. Donc si c'est pour me retrouver dans l'espace, tu vois, je me projette dans le futur pour voir qu'est-ce que c'est, et qu'en fait, bah, la Terre est détruite, bon, bah, en 5 heures, j'ai le temps de m'asphyxier dans le Non, néant spatial. justement, c'est pour ça que je Même précisais, si, t'es en full sécurité. même si j'étais dans une bulle, bah, une Hmm. fois que tu vois, ah, bon, la Terre est détruite. Bah, tu vas te faire chier 5 heures, oui. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vas regarder l'espace, c'est quand même stylé, tu vois. Hmm. Mais voilà. Ça marche, ok. Ça me va très bien. Eh ben écoute, tu étais donc en compagnie de ce vendeur un peu étrange et qui a été très ému de pouvoir parler avec un autre être humain. Si bien que tu sens qu'il a la petite larme à l'œil et tout ça, et il est très très content. Et il te tend une petite fiole qui contient un liquide. Tu supposes que c'est le bon sérum, bien sûr. Et il te donne ça sans même te demander de payer. Il dit bah merci, merci de m'avoir Ouais, c'est la accueilli. quête la plus facile que j'ai eu à faire. De quoi? C'est la quête la plus easy de toute ma vie, là, je crois. Le mini jeu de rôle qui décore l'interview est relativement simple. Tu sais, tu as un objectif, tu vas dans un endroit, tu croises un NPC. Ah bah tiens. Attends, t'es pas rentré encore. Ah d'accord. Ah, parce que maintenant il y a le chemin du retour. Et Ok, justement, donc c'est parlons-en. super. Parlons-en du chemin du retour. Tu retraverses la ville dans l'autre sens parce que tu avais marché pendant un bon moment pour regagner en fait une moto. Tu avais une moto qui t'a permis de traverser le désert aride des terres désolées. Hein, on pourrait les appeler les terres désolées de la capitale comme dans Fallout. Mais voilà. Tu regagnes ta moto, sauf que bah, problème, elle ne fonctionne plus. Zut. Euh, Par chance, tu croises quelqu'un d'autre qui arrive dans un espèce de gros truck des sables, hein, une espèce de gros véhicule qui te voit, qui te regarde un petit peu de haut. Il a un espèce de bonnet avec des lunettes, des Google Glass, là, les grosses lunettes et tout. Il a l'air d'être mécano, mais pas trop. Il te regarde et te dit t'as besoin d'aide? Ah, tu ne réponds pas. Ouais. Tu restes bouche Ah buée. ok. Ok. T'as besoin d'aide? Je m'attendais. Tu restes figé, non mais ça me va. Hein. Bah oui, vu que ma moto ne fonctionne plus. Ta moto ne fonctionne plus exactement. Du coup, en fait, ce qui se propose de te faire, c'est simplement de t'aider à mettre la moto dans son véhicule et de te faire traverser un bout du désert, mais il ne pourra pas te ramener à sa destination puisque c'est pas sa route. Mais voilà, il monte le truc, tu montes avec lui dans son véhicule et vous êtes partis ensemble. Et donc pendant que vous partez ensemble côte à côte, c'est le moment pour vous de parler de vos aventures, des aventures que vous avez pu vivre chacun de votre côté. Et donc des aventures virtuelles, tu en as vécu, sans doute beaucoup, au travers de jeux vidéo. Et donc on va parler maintenant jeux vidéo. On va commencer par une question simple, je l'ai abordée un peu dans l'intro, tu vas pouvoir détailler un peu ça. Ton jeu vidéo préféré, ta saga préférée, et pourquoi Zelda? Voilà. Pourquoi Zelda? En gros, donc moi je suis né en 85. J'ai eu ma NES en 91, juste avant la sortie de la Super NES. Je ne le savais pas à l'époque, mais mes parents m'avaient bien entourloupé, je pense. Peut-être elle venait de sortir et même elle était moins chère que la nouvelle. Ils se sont dit on va prendre celle-là, elle est moins chère. Mais en fait, bah, coup de bol parce que on avait un voisin qui avait plein de jeux et qui les revendait aussi pour s'acheter la Super NES. À Noël, bah, j'avais Mario, et bon, bah, c'était cool, quoi. J'arrivais pas à courir et à sauter et à avancer en même temps. Première fois que j'avais une manette en main, quoi. Et ensuite, ben, dans le lot de jeux que j'ai eu récupéré d'occasion de ce voisin-là, il y avait le premier Zelda.
Et en fait, je me suis rendu compte rétrospectivement que c'est le jeu qui m'a fait kiffer les jeux vidéo. D'accord. Qui m'a fait me rendre compte que c'était plus cool que les Playmobil ou que les jouets ou que machin. Que c'était plus intéressant parce que c'était vraiment, je vivais une aventure. Ok. Je sais pas si tu as joué au tout premier Zelda, Non. mais c'est un open world en fait. Mhm. Donc, quand tu vois des jeux comme FF15 maintenant, tu dis l'open world il est moins bien fait que Zelda 1, c'est triste, mais ça arrive. Et quand tu vois comment à l'époque, maintenant c'est la mode, etc., évidemment, c'était pas les mêmes choses techniquement, c'était beaucoup plus obtus sur plein de points, etc. J'étais obligé de demander mon père à l'aide parce que je savais tout juste lire, alors comme en plus c'était en anglais, je lui demandais les traductions. Mhm. Et après, je lui demandais, il me dit, il y a un secret dans la péninsule la plus à l'ouest. Et j'étais obligé de demander, c'est quoi une péninsule? Je connais pas ce mot-là quand t'as 6 ans, tu vois. Et, et en fait, voilà, le côté épique, les musiques qui allaient avec, etc., ça m'a vendu du rêve de ouf. Et voilà. Après, je me suis mis à chercher dans les magasins, quand j'achetais des jeux, s'il y avait des jeux en vue du dessus. Et c'est comme ça que je suis tombé après sur les Secret of Mana, Secret of Evermore, Mystic Quest, tous les RPG en fait de l'époque, quoi, que je pouvais trouver sur Super NES, quoi. D'accord, ok. Qui a fait vraiment. C'est devenu mon coup de cœur de jeux vidéo, quoi. Et en chose un peu plus récente, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a bien marqué ces 5 dernières années, on va dire? Ouais, il y a les Dark Souls, il y a Monster Hunter, ça commence à faire plus que 5 ans aussi, mais ouais, dans les dernières séries qui m'ont vraiment marqué, Dark Souls, Monster Hunter, attends, Undertale, voilà, hop, que j'ai eu d'ailleurs en collector à mon anniversaire l'autre jour. J'essaie de regarder un peu ce que j'ai derrière. Hades, cette année, Ouais. Hades, gros main. Slay the Spire aussi, gros main de cette année. Enfin, il est sorti cette année sur Switch, il était déjà sorti avant. Voilà, dans les gros jeux de ces dernières années aussi que j'ai kiffé, Into the Breach. Mhm. Si tu as joué, des mecs qui ont fait FTL en tactical. Ok, oui. Voilà, ces jeux-là. Je me suis mis à faire de plus en plus, évidemment, à jouer de plus en plus à des jeux indés ces derniers temps, ces dernières années, avant qu'on fasse Skybalzac, bien entendu, mais aussi après, quoi. Mhm. Parce que je me rends compte que les AAA Ubisoft qui sortent tous les ans, je les aimais déjà pas trop avant, donc maintenant que c'est le même tous les ans, ça m'intéresse encore moins ou presque. Et en fait, toute la mode FPS, multi à fond, etc., c'est pas mes ambiances. Et les JRPG, le truc, c'est que des gros JRPG, il n'y en a pas tant que ça. Et des biens, il y en a encore moins, parce qu'il y en a trop qui cherchent je pense, à coller à une formule qui commence à dater et à pas la renouveler assez, tu vois. Mhm. Ou quand ils le font, genre Bravely Default, tu vois, le premier Bravely Default sur 3DS, alors c'est le 1,5, on va dire, parce que nous, on n'a pas eu la 1.0 qu'ils ont eu au Japon, on a eu que la version améliorée. Il est excellent, il a quelques soucis dans le loop, etc. Enfin, quelques soucis à certains passages, mais il est excellent en termes de système de combat, il apporte plein de petites innovations en quality of life, pouvoir avancer rapide les combats, pouvoir répéter les actions rapidement, etc. Mhm. Et il fait que chaque rencontre, elle est stratégique un minimum et que c'est cool. Il te demande d'être à la toute fin, si tu veux faire les trucs optionnels, d'être niveau 99 et ça a un vrai intérêt. Et tu t'es plus là juste parce que tu as plein de niveaux, tu roules sur le jeu. Il te dit non, là, si t'es pas niveau 99, ça va être très dur, mais tu vas pouvoir XP vite. Et il faut que tu trouves une stratégie qui marche contre ce boss, quoi. Mhm. Mais il y en a. Et c'est parce que tu as trouvé le build et la tactique, quoi. Pas D'accord. juste arriver avec mes persos tapent très fort. Voilà, j'ai gagné. Donc voilà. Et la suite, le problème c'est que c'était le même jeu, le Bravely Second, là, vraiment sympa mais pas ouf, parce qu'il y apportait pas grand chose. Et là, le prochain sur Switch, quand tu fais la démo, était nul. D'accord. On baisait le système de combat en faisant des modifications qui le rendaient pas facile à lire. Le jeu est passé d'une 2D qui était super jolie à une 3D moche et qui rame. Enfin, Mhm. donc voilà, il y a des trucs comme ça aussi qui me fâchent. Ok, ok. Ah, surtout quand t'es du domaine, je suppose que... Mais ça, on en Ouais, reparlera. Je garde ça pour après. Hmm. Je garde cette question, justement, le fait que tu sois du domaine pour après. Ok.
Bah, le premier jeu vidéo auquel tu te souviens avoir joué, bah, tu me l'as dit, c'était Mario, du coup. Ouais. Donc, dans quelles circonstances tu me l'as dit aussi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer aux jeux vidéo à la base? Est-ce que tu te souviens de ça? Alors, je pense que mon meilleur pote de l'époque avait un bon pote aussi dont les parents étaient plutôt aisés et qu'il avait, donc lui, il avait déjà une NES, il avait déjà une Master System, je pense, et peut-être même qu'il avait d'autres consoles avant parce que je sais pas si c'était peut-être pas l'aîné de sa famille, un truc comme ça, et son grand-père était genre vraiment blindé de thunes, quoi. Hmm, Et il ramenait des consoles des États-Unis et ce genre de trucs, tu vois. Et donc ce d'accord. gars-là, moi je le connaissais pas énormément, mais c'était quand même un copain d'école de maternelle, quoi. Et Ouais. en fait, ben, dans mes souvenirs, il jouait à Mario et Bowser dans la cour de récré. Hmm, Et donc j'ai dû en entendre parler comme ça et demander la NES à une console à Noël, quoi. ok. Ça remonte à tellement loin que c'est un peu dur, mais c'est à peu près les souvenirs que j'en ai, quoi. Ah, c'est compliqué, ouais, parce que ouais, les souvenirs du premier jeu vidéo, au final, pour beaucoup d'entre nous, ça doit remonter vraiment à pas mal loin. Comme je suis l'aîné et que mes parents n'en avaient pas, forcément, ça, tu vois, j'avais quand même 6 ans, tu vois. Là où par Hmm, exemple mon petit frère qui avait 3 ans, bah lui, il doit se souvenir peut-être qu'on a eu la NES parce que je l'ai demandé et fin, quoi. hmm. Ouais, ça l'a mis dedans et puis c'est tout, quoi. Ça, voilà, lui, il a peut-être toujours grandi avec, quoi. Et Hmm. puis, pas vraiment de souvenir d'avant de jouer aux jeux vidéo, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ok, ok. Est-ce que t'as un souvenir lié aux jeux vidéo qui t'a vraiment marqué? Dans quel contexte? Vraiment, tu parlais des Monster Hunter que tu te faisais avec des potes où il devait y avoir une ambiance particulière. Est-ce que t'as vraiment un souvenir fort euh, Pas mal, même. Ouais, Bah, il y a bien. justement la fois où j'ai rencontré au fameux magasin Planète Loisirs des gars qui sont devenus mes meilleurs potes pendant des années. Il y en a qu'un maintenant avec lequel je suis encore en contact et que je vois encore souvent, on va dire, Mhm. plusieurs fois par an, etc. Mais ils sont venus acheter la GameCube le jour de la sortie, en même temps que moi, au pif. Ils étaient de l'autre côté du comptoir, un comptoir en L, tu vois. Ouais. J'étais sur un côté, ils étaient de l'autre côté. Et il y a le vendeur, Valentin d'ailleurs, il s'appelait, Ah. qui a fait eh bah tiens Max, tiens si tu veux, ces gars-là c'est aussi des habitués et regarde, ils prennent la GameCube aussi. On a fait, Mhm. ah, t'as acheté quoi comme jeu? Bah, Luigi's Mansion, moi j'ai pris Luigi's Mansion et machin. Et eux ils avaient pris Rock Squadron et je sais pas quoi, enfin, et ils étaient plusieurs à l'avoir acheté quoi. Mhm. On se dit en blaguant, bon bah on se revoit peut-être à la sortie de Smash Bros, qui était le prochain gros jeu qui devait sortir. On se revoit effectivement à la sortie de Smash Bros. Et Mhm. ensuite, on est un que j'ai recroisé au Games Workshop, etc. Et donc on a commencé à se faire des sessions Smash comme ça. D'accord, ouais. Après, les jeux vidéo forts, j'en ai bah, plein forcément, puisque bah, avec Skybolzak ou avec le Stunfest à Rennes, puisque bah, voilà, je suis arrivé à Rennes en 98 et quand le Stunfest s'est créé en 2005, ben, j'y étais en visiteur pour la première année parce que ben, un des potes justement qui bossait aussi au magasin faisait partie de l'équipe d'Orga et puis ensuite bah, j'ai été staff tous les ans là-bas. Donc pas mal de trucs liés à ça, des rencontres et compagnie. T'avais quel âge en 98? En 98, j'avais 13 ans. Aïe, ouais. J'en avais En 3. 2005, j'avais 7 ans de plus, donc 20 ans, oui. Mhm. Voilà. J'avais 10 ans. Bah oui, oui, ouais. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, quand on parlait de Monster Hunter, un souvenir marrant, avec justement Hugo et compagnie, ils étaient passés à Rennes un été, on leur avait fait découvrir Monster Hunter parce qu'ils avaient testé, mais ils avaient genre pas accroché, je crois. Sur PS2, un truc comme ça. Et Mhm. quand on leur a montré les versions PSP et que tout ce qu'il y avait dedans, ben, ils s'étaient mis un peu plus. Et ensuite, donc, quand ils étaient venus à Rennes pour la première fois, ben, ou la deuxième fois, je sais plus, ils y jouaient. Et ils dosaient pas mal. Et en fait, donc, on était en soirée chez un pote. On repart à minuit et demi, on rentre à pied chez moi. Et eux, ils avaient un train à genre 8 heures à la gare, Mhm. qui est à un quart d'heure à pied de là où j'habitais. Et en fait, bon, au début, on se dit, bon, bah, vas-y, on n'est pas fatigué vu qu'on a marché 1 heure pour rentrer, on joue un petit peu. Et en fait, on a joué toute la nuit jusqu'à ce qu'un moment on fasse, putain, merde, il est 7h10, faut que vous fassiez vos affaires et que vous preniez le prochain bus, quoi. Mhm. Et en fait, ben, dans l'état dans lequel j'étais avec le manque de sommeil, je me rappelle de jouer
et de me faire une réflexion en disant il faut que j'aille vendre des champignons bleus pour avoir assez de sous pour leur payer un ticket de bus parce que bah là ça va pas marcher par carte vu qu'ils vont monter directement dans le bus. Oh putain. Oh donc voilà, tu sais quand t'es tellement fatigué que tu commences à rêver éveillé et donc à mélanger la logique que t'as dans le jeu avec un problème de la vraie vie. Voilà, donc ça c'était assez marrant comme. J'ai une anecdote du genre aussi, c'était quand j'étais ado, je jouais énormément à Age of Mythology, je sais pas si tu as joué. Non, mais j'ai joué à Age of Empires. Quoi. Ouais, bah, et en gros, bah, pour quitter le jeu, bêtement, tu sais, t'as un petit menu que tu ouvres et puis tu fais save and quit, le truc classique, quoi. Et en fait, il y a un soir où j'avais une espèce du mal à dormir. En fait, j'étais dans une phase un peu chelou entre rester éveillé et dormir. Et je voulais sortir de ce truc-là pour aller aux toilettes. Et je me souviens que j'arrivais pas. Et la seule façon pour moi de sortir de cette espèce d'état chelou, c'était dans ma tête, d'aller vers save and quit et de me barrer. Et c'est terrible. Ouais, mais c'est marrant, hein. Ouais. Le jeu qui t'obsède tellement, quoi. Ouais, et puis le manque de sommeil qui joue aussi vachement là-dessus, ça insiste. Mais même après, tu vois, je sais que par exemple, quand je lance des GTA, et que je pose parce que le jeu il sort, après, si je vois la police dans la rue, j'ai un coup de stress. Tu vois, je me dis, attention, la police. Et tu sais, ça dure une fraction de seconde. Et ensuite, je me dis, putain, non, je m'en fous de la police, j'ai rien à me reprocher, etc. Tu vois, enfin, il se passe rien, quoi. Mais c'est juste à force tu finis par prendre un réflexe qui vient du jeu. Quand je vois j'ai vu des moineaux dans la rue, je me dis, ah, chouette, des moineaux, je vais les nourrir. Et après, non. T'as rien à te reprocher, je voudrais bien voir tes stats sur GTA quand même, hein, pour être sûr que t'as rien. Bien sûr. Ok. Non mais très bien. Très bien. Est-ce que, question assez vague, est-ce que tu considères, peut-être ceux qui considèrent du coup le jeu vidéo comme un art à part entière, un 9e, 8e art, je ne sais pas, où on en est du compte des arts? En fait, c'est un... En fait, si tu considères le cinéma comme un art, tu ne peux pas ne pas considérer le jeu vidéo comme un art, je pense. Dans le sens où, au même titre que le cinéma, qui combine la musique, l'écriture et l'image, ben, le jeu vidéo, ça combine ça et ça rajoute la composante game design. Alors, est-ce que tu considères le game design comme un art? Ouais. Voilà, et c'est peut-être ça, en fait, je trouve, qui est plus intéressant comme question. Ok, et pas forcément de réponse, parce que ça demanderait de définir qu'est-ce que c'est de l'art, etc., et c'est quoi le but. Mais sachant que, pour donner un espèce peut-être de début de réponse, on voit maintenant avec des jeux que, par le biais de mécaniques de jeu, tu peux transmettre quelque chose. C'est pas juste de la fonction. Tu peux transmettre un message, tu peux transmettre une atmosphère, tu vois, dans Dark Souls, par exemple, je me rappelle quand Aurélien en parlait, le fait de mourir, qui fait partie intégrante de la mécanique du jeu, etc., qui sert le lore et compagnie, bah ça véhicule une idée, un concept, des valeurs. Et donc, en fait, si pour toi, tu définis l'art comme étant quelque chose que tu crées et qui te sert à véhiculer une émotion ou quelque chose, le game design peut le faire. Ouais. Peut être considéré comme un art. Ok, ça me va tout à fait. Voilà. C'est le genre de réponse que j'ai quand je pose la question et clairement elle fait sens au final. Le game design à part entière, c'est quelque chose de fort en fait, parce que rien que tu pourrais finalement faire un jeu vidéo avec rien en termes d'imagerie, c'est toujours important bien sûr, mais en termes d'imagerie, de son ou quoi, tu ferais bouger des carrés, tu peux faire véhiculer des émotions. Par exemple, je me souviens plus du nom d'un jeu où c'était ça, où simplement tu devais appuyer sur un bouton, ça te faisait sauter ton carré et tu voyais juste des carrés qui sautaient et ça te permettait en fait de gagner des points en fonction du nombre d'obstacles que tu passais. Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de... Et c'est con, mais ça peut générer de la frustration, ça peut générer de la fierté, ça peut... Et tu vois, à ce moment-là, par exemple, tu vas te dire, le jeu de société, c'est aussi un art. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Est-ce que le jeu est un art, en fait? C'est ça, si tu considères que le jeu, créer des mécaniques de jeu est un art. Et c'est pas pareil de dire que jouer est un art, au même titre, et ça pourrait l'être, hein, tu vois, mais au même titre que tu vas regarder un film, c'est un art, tu vois.
Non, tu as peut-être une expertise, tu vas peut-être regarder un film différemment. Quand tu t'y connais en cinéma, ou quand tu as regardé beaucoup de films, ou quand tu as un autre regard, et bah pareil, quand tu joues à un jeu, bah t'as pas le même regard quand tu as joué à beaucoup de jeux où tu comprends un peu les mécaniques ou les ficelles derrière, et que quand tu joues simplement sans plus y passer de temps ou de réflexion, ou que tu débutes tout simplement, quoi. Et donc, bah, un peu comme dans le jeu, il y a un... En fait, comment dire? Dans un film, ou dans une musique, dans n'importe quoi, il y a un message. Quand il y a un message, il y a une interprétation, tu vois. Et est-ce que est-ce qu'il y a une forme, est-ce qu'une part de l'art, elle est créée par l'utilisateur, par la personne qui subit ou qui voit l'œuvre et qui en fait son interprétation? Peut-être, tu vois, je sais pas, hein, c'est un truc là qui me vient comme ça, tu vois. Bah, dans le jeu vidéo, cette partie-là, elle est plus prononcée que dans d'autres médias. Et c'est pas pour autant qu'elle n'existe pas dans les autres médias. Ouais, tout à fait. Deux personnes qui regardent le même film vont pas forcément voir ou comprendre ou ressentir la même chose. Ok. Et ça dépend de eux, puisque ce qu'il y aurait présenté, c'est le même. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Je l'ai redit, je sais plus, bah, ça devait être au premier épisode, mais en fait, je sais pas si tu connais Karim Debache. J'ai l'impression de le citer à chaque fois. Et quand il recitait lui-même un autre auteur où il disait qu'en fait, bah, le film se passe surtout dans la tête du spectateur et que. C'est ce concept-là, ouais. C'est l'idée. Bah, avec un jeu vidéo, c'est encore plus présent, puisque tu laisses. Enfin, tout dépend des types de jeux, mais tu vas laisser un peu encore plus de pouvoir dans les mains de la personne qui joue. Ok. Mais très bien. On va finir par une petite dernière question sur cette thématique. Est-ce qu'il y a un genre de jeu que tu n'aimes pas du tout? Un genre de jeu vraiment qui te plaît pas? Où tu joues à tout Genre, c'est dur à dire. Il y a plein de types de jeux que j'aime pas, mais c'est plus de façon. Oh, tu vois, dans règle générale, on va dire par exemple, j'aime pas trop les jeux de sport, tu vois. Ouais. Mais après, est-ce que tu vas considérer un. Tu vois, quand on dit jeu de sport, si tu penses à FIFA ou à du jeu de basket, ou même à du Gran Turismo, etc., bon, j'en ai jamais trouvé un qui m'a botté. Voilà, mais après, bah, j'ai quand même joué à un peu de Mario Smash Football ou tu vois, ou Rocket League. Tu vois, Rocket League, ça reste un jeu dont le thème est le sport, tu vois. Ouais. Donc après, voilà, c'est plus ça en fait. J'aime pas trop les graphismes ultra réalistes. Je trouve ça chiant comme la pluie globalement. Donc des fois, c'est vraiment bien fait techniquement, c'est impressionnant, mais c'est pas. J'aurais jamais trouvé ça vraiment beau. Je trouve que ça masque. Souvent, t'as pas de direction artistique et en fait, bah, tu fais du réaliste, voilà. Ouais. Et je trouve ça rarement très intéressant. Et après, bah, c'est juste qu'il y a des mécaniques de jeu ou des ambiances de jeu, voilà, qui me bottent pas. Pas fan de FPS. Je suis nul au RTS et tout ce qui joue à 80% ou 90% au clavier parce que j'aime pas l'ergonomie du clavier, tu vois. Mais après, ça dépend aussi avec qui tu joues, quoi. Bien sûr, ouais. Tu vois. Ça se trouve, tu vois, typiquement, par exemple, voilà, j'aime pas Football Manager, j'y ai jamais joué, ça m'a jamais attiré, etc. J'ai essayé de jouer à Blood Bowl. Alors qu'il y a ce côté, bon, bah, au final, j'ai droppé parce que l'interface et compagnie, le jeu, il me demande Bac+3 pour y jouer. Il faut que tu passes des heures et des heures avant de comprendre les trucs et en plus, c'est très, très jet de dés, maîtrise de l'aléatoire, etc. Parce que bah, c'est tiré du plateau et ça cherche vraiment à beaucoup l'émuler. Donc, c'est pas accessible, on va dire, comme jeu. Mais sur le papier, j'aimerais bien aimer Blood Bowl. Alors que bon, ça me manque pas de bien aimer Football. Ok. Voilà. Eh bien écoute, l'heure tourne. Et du coup, Ouais. ton voyage avec ton compagnon de route arrive à sa fin puisque lui doit changer de direction et ne peut pas continuer jusqu'à ton campement. Mais il est pas pute, il te dépose quand même vers la tente en fait, en plein milieu du désert d'un de ses amis qui s'y connaît bien en mécanique. Il te dépose là et puis il t'aide à déposer ta moto.
Et du coup, le gars regarde ça. Que j'ai visité, hein. De quoi? C'est le monde post-apo le plus gentil que j'ai Ouais. visité. Bah, il faut parce que si je rajoute de la difficulté, tu risques de mourir dans le JDR. Et, C'est le coup complet de. et j'hésite à faire effectivement en sorte que les gens puissent prendre des risques. Mais le souci, c'est que si tu meurs, bah, je mets fin à l'interview et puis c'est tout. Après, c'est toi, J. Bien sûr, oui. Deux choix, il y en a un moins pire, il y en a un pire, ou deux choix. Tu donnes l'illusion du choix, tu vois. Ouais. Mais là, en l'occurrence, tu te retrouves avec un garagiste qui lui aussi va être très très gentil, tu verras. En fait, simplement, la façon pour toi de résoudre qu'il puisse réparer ta moto, il veut te tester techniquement et ça va être l'occasion justement de parler de jeux vidéo, mais sur un point de vue plus technique, puisque tu es de la partie du métier. Et on va s'axer sur ces questions-là, le temps qu'il répare ta moto. Effectivement, lui aussi est très gentil. Alors, quel parcours est-ce qu'il faut faire pour atteindre le métier que tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que c'était le meilleur parcours? Alors, comme producer, c'est pas un métier de technique, Mhm. c'est un métier de beaucoup de soft skills, on va dire, tu vois, tout ce qui est le côté relations humaines, etc. Apprendre à faire des plannings et des machins, globalement, tu peux le faire un peu dans plein de formations. Et en fait, tu vois, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai longtemps galéré au lycée et compagnie. J'ai fait des études de commerce. J'ai fait 1 an en école de commerce en bac+3. Et après, j'ai bossé. Et ensuite, j'en ai eu marre de ce que je faisais en tant que commercial parce que j'arrivais pas à rentrer dans le côté marketing, on va dire, dans les boîtes de jeux vidéo. Ouais. Et donc, j'ai repris les études en faisant 1 an à Isart, donc la même école que Hugo et Aurélien, parce Ouais. que je connaissais déjà Hugo et donc je savais qu'il y était et qu'il me disait du bien de l'école. Et donc, pour me spécialiser et pour avoir une alternance, donc un stage, et pouvoir mettre un premier pied dans l'industrie du jeu vidéo côté boîte de jeu, parce que je l'avais déjà côté événementiel. Ok. Grâce justement au côté école de commerce, grâce à l'associatif Stunfest et compagnie. Et donc en fait, dans ma classe, pour te donner une idée, on était 12, je crois. Il y en avait genre 3 ou 4 maximum qui avaient fait Isart avant et donc qui continuaient en 4e année ou 5e année, je sais plus, après avoir fait un cursus game design et programming comme ont fait Hugo et Aurélien, ou programming tout court. On avait un gars qui venait d'une autre école et qui avait fait justement 3 ou 4 ans aussi en game design. Et sinon, c'était des gens qui avaient, pour certains, fait de l'école de commerce ou de la com, d'autres qui avaient fait, pas comme moi, des études un peu plus courtes et puis qui avaient bossé, etc. Donc en gros, tu peux faire ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est plutôt d'avoir du recul et peut-être un bagage un peu différent de ce que peuvent avoir les techniciens, on va dire. Enfin, par technicien, j'entends que ce soit artiste, sound designer, game designer, développeur. Hein, tu vois, j'entends pas forcément la mécanique du truc. Et parce que tu vas apporter une autre vision des choses. Donc, globalement, je pense que il y a des écoles spécialisées en gestion de projet aussi, des écoles comme Audencia par exemple, d'écoles de management, etc. Ça pourrait marcher aussi. Ce qui est intéressant, si tu fais une école où il y a une formation spécialisée dans le jeu vidéo, c'est qu'en fait, tout simplement, tu vas apprendre des trucs en rapport avec les contraintes de la gestion de projet dans le jeu vidéo. Et tu auras l'opportunité de faire plus facilement peut-être un stage dans le jeu vidéo. Et tu vas faire un projet de fin d'études de jeu vidéo, etc. Donc si ton but c'est de bosser dans cette industrie-là, c'est bien si tu finis par au moins 1 an de formation en gestion de projet dans une école spécialisée. Mais ce que tu as fait avant, à partir du moment où tu arrives en ayant un peu de recul, un peu de bon sens, on va dire, et la motivation, je pense qu'à peu près tout peut coller, tu vois. Ok. Pourrait avoir une utilité. C'est sûr que voilà. Après, si tu as fait, moi, quand on avait des fois des petits cours qui introduisent à la compta ou à des concepts un peu basiques comme ça, donc tu vas avoir besoin en gestion de projet, c'est des choses que j'avais déjà vues en école de commerce, donc ça m'aidait. Mais voilà.
Ça marche. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est plaisant de jouer à un jeu que tu as conçu, ou en tout cas auquel tu as participé à la conception? Typiquement, Skateball Zack, est-ce que tu prends du plaisir à y jouer? Alors, ça dépend des jeux. J'en ai pas non plus fait énormément, hein, qu'on se le dise. Puisque là, des jeux shippés, j'en ai deux, trois, Mhm. trois. Un qui était un jeu éducatif à destination des enfants, tu vois. Donc même si là, j'ai fait pas mal de game design et le côté producteur, où je gérais les autres personnes, les graphistes et les développeurs qui étaient sur l'équipe, ben, c'est pas moi la cible en fait. Le jeu, Bah, je l'ai bien pas. sûr, ouais. Donc, est-ce que je prends du plaisir à y jouer? Oui et non, quoi, tu vois. Euh, Ça va, mais bah, c'est pas un jeu très intéressant quand t'as plus de 10 ans. Mais Et bien si sûr, en plus, tu rédiger les questions, etc., parce que comme c'était un jeu éducatif ouais. sur la biodiversité, Mm, mm, mm. euh, en Afrique notamment, bah, j'avais toutes les réponses, en fait. Tu vois, du côté. Donc, en Mm. plus, j'apprenais rien en jouant au jeu, puisque je l'avais appris en faisant le jeu. Mais bien sûr, ouais. Donc, voilà. Un autre jeu mobile sur lequel j'ai bossé, bah, qui était juste pas ouf, parce qu'il manquait de moyens, de machin, de tout un peu. Donc, bah, à la fin, il était pas ouf à jouer, quoi. Voilà. Mais Mm. pareil, j'ai fait rien. Mais Skyball Zack, ouais, j'ai kiffé y jouer alors que j'y avais joué beaucoup et je kiffe encore les musiques alors que c'est pareil, je les avais entendues beaucoup. Mm. Et d'ailleurs, bah, après la sortie, bah, je l'ai 100%, le jeu. D'accord, ok. Un des rares jeux en vrai que j'ai 100%, en termes d'achievement. Les Hugo et Aurélien, je crois, l'ont pas fait, mais après, ils y ont beaucoup plus joué que moi pendant le Bah ouais, développement, forcément, ouais. eux qui faisaient les niveaux. Mm. En fait, bah, si tu joues à un jeu que tu as fait, bah, ça dépend vraiment de la position que tu as aussi en tant que dans l'équipe, Mm, tu vois. mm. Et puis, bah, forcément, par contre, il y a des défauts que tu vois pas parce que tu y es habitué et donc pour toi, ils font partie du Bien jeu. sûr, ouais. Et au contraire, tu vas t'attacher à des petits détails, des petits trucs. Tu dis, ah là, on aurait dû faire ci. Ah, cet ennemi-là, s'il était mieux positionné, etc. Mm, Et mm. qu'un joueur lambda va pas nécessairement repérer. Ouais, Donc tout à fait. c'est une expérience différente, mais tu peux l'apprécier quand même. Pas Mm. impossible. Ok, ok. Et de façon générale, est-ce que le fait de bosser vraiment dans le jeu vidéo, ça a changé ta vision des jeux en général? Est-ce que t'es un joueur différent depuis que tu sais en créer, que tu participes à en créer? Ça dépend des jeux aussi, mais je pense, ouais, depuis que je suis plus dedans et que, en fait, j'ai commencé aussi à m'intéresser plus à l'intérieur, on va dire, enfin, à essayer de faire attention aux choses, à partir du moment où je me suis dit que j'allais essayer de bosser dans le jeu vidéo. Mm, mm, Et j'avais déjà quand même plus de 20 années de jeu derrière moi, tu vois. mm. Ouais, Donc, nécessairement, comme toute personne qui, à force de pratiquer un loisir ou quelque chose développe une forme de, pas forcément d'expertise, c'est pas forcément le terme, mais une autre manière de lire les choses, une autre logique, ben, tu commences à voir les ficelles, etc. Et en fait, bah, je sais pas si je les vois mieux, mais il y a des trucs, par exemple, que j'excusais pas ou que je trouvais un peu me dire, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça, c'est mm, naze, pourquoi pas. Et maintenant, je me dis, ok, bon, je comprends un peu les problèmes que ça a pu leur poser et pourquoi ils en sont arrivés à ce stade-là. Et au contraire, bah, il y a d'autres trucs, je me dis, mais des détails, hein. mm. Des trucs, tu dis, mais bordel, mais pourquoi le menu il est fait comme ça? Cette ergonomie, elle pue la merde, c'est pas lisible, c'est mal fichu, etc. Pourquoi t'as pas fait ça comme ci ou comme ça? Et voilà, bah, je sais, parce qu'ils ont pas eu le temps, probablement. Ouais, oui. Voilà, mais voilà, tu vas t'énerver sur des petits détails quand tu te dis, bah voilà, si j'avais. C'est dur. Alors, c'est pas au point de dire si c'est moi qui l'avais fait, ce serait mieux, parce que t'as pas les contraintes dans lesquelles ça a été fait, Bien tu vois. sûr. Tu peux pas te dire ça non plus. Mais t'as une part de toi qui te fait dire, bordel, les gars, vous J'aurais sortez pas un fait comme ça. et ça, soyez sérieux, quoi. Voilà, tu vois, c'est. Non, mais je pense que c'est propre à tous les domaines. Moi, je suis dans le web, pur et Ouais, dur. Et bah, quand je visite un site internet, bah, j'ai un recul qui fait que, ah ouais, bah, c'est bien. voilà. Ouais, C'est. j'aurais pas fait ça tout à fait comme ça, mais. Des fois, t'as Et des.
Ouais, je pense que dans le jeu vidéo, c'est pareil. Des fois, t'as des choses que tu vois qui sont même pas dues au manque de temps. C'était par exemple juste stupide de mettre ce bouton-là au-dessus de celui-là plutôt que l'inverse. Et ça, tu dois le voir aussi. C'est. C'est ça. Et souvent, en fait, le jeu vidéo, c'est tellement complexe Hmm. comme projet, c'est tellement, t'amalgames des trucs tellement différents, et il y a tellement de problèmes, de contraintes, de machins, et sans parler de après tout ce qui va être bug et équilibrage, etc., hein, que ben souvent, quand il y a un truc qui est pas bien fait, au final, tu te dis, ça reste du manque de temps, entre guillemets, parce que si ils avaient eu plus de temps, ils auraient fait plus de playtests. Ouais. S'ils avaient fait plus de playtests, et qu'ils avaient eu le temps, ils auraient vu ce problème, probablement, ou vu que c'était un problème pour une partie de leur audience, et donc ils l'auraient modifié. Hmm. Ok. Voilà. Après, tu vas avoir des jeux où je me dis, je comprends pas pourquoi c'est comme ça, et en fait, c'est genre la vision de l'artiste, Hmm. on va dire. Et des fois, la vision de l'artiste, c'est parce que l'artiste, il a un peu le doigt un peu trop profond dans son œil, tu vois, ou dans son nombril, j'en sais rien. Et des fois, c'est juste que c'est pas tes goûts, en fait, tout simplement. Hmm, Et hmm, des hmm. fois, ça arrive aussi qu'il y a des trucs, c'est raté. Voilà, c'est raté. Des gens, tu te dis, bah oui, mais les gars, parce que typiquement, tu vois, je sais pas, j'ai pas forcément un exemple là qui me vient en tête, mais tu vois un jeu, il a l'air cool. Enfin, tu te dis, ça serait cool, mais tu vois que c'est un jeu qui a été fait par une team de 10 personnes en 3 ans. Alors qu'en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'était un concurrent à League of Legends. Hmm. Tu dis, bah oui, mais forcément, les gars, vous essayez de faire un Final Fantasy, Ouais. mais vous êtes 8. Bah oui, ça va pas faire un bon Final Fantasy. Hmm, Voilà. forcément. Et fallait faire autre chose. C'est ça, faut voir tes ambitions par rapport à tes moyens, tes C'est ressources. moyen, c'est ça. Donc, Ok. des fois, tu vois que c'est là peut-être qu'il y a une dissonance, quoi. Hmm, hmm, hmm. Je vois très bien. Une dernière question sur cette partie, parce que l'heure file, mine de rien. Est-ce que t'as... De quoi? Je disais, je suis bavard, et pourtant, t'as eu Aurélien avant. Ouais, j'ai eu du monde très très bavard, hein, t'inquiète pas. Justement, c'est un peu mon critère pour avoir des invités. Je veux des gens bavards. Est-ce que tu as un jeu, un type de jeu, pas sans me dire laquelle, parce que peut-être que tu le gardes pour toi, mais est-ce que toi, personnellement, tu as un jeu que tu voudrais faire, qui te botte depuis peut-être des années, un petit rêve? T'es pas obligé de dire lequel, hein, mais est-ce que tu as ça? Alors, qui me botte depuis des années, j'irais pas forcément dire ça. Parce que, en fait, alors, des idées qui me trottent en tête depuis très longtemps, ouais, mais c'est justement les idées comme dont on parlait avant, que Hmm. tu peux avoir peut-être gamin et te dire, ah, ce serait génial, un jeu où on peut faire ci, où on peut faire ça dans tel univers, Ouais. et qu'en fait, si tu voulais le faire, il te faudrait un budget de titan, et puis Mhm. qu'en fait, si tu le faisais, ça marcherait pas si bien que ça, parce que l'idée que tu as en tête, ta représentation d'un univers ou d'une mécanique, c'est pas la même chose que l'exécution. Donc rien que Mhm. ça, t'es sûr, entre guillemets, parce que ça pourra jamais être aussi bien que ce que tu l'as imaginé, quoi, que dans ta tête, forcément. Et après, par contre, des concepts plus réalisables et terre à terre, etc. Et il y en a plusieurs Mhm. que j'aimerais bien développer, sur lesquels j'aimerais bien bosser un jour, quoi. Et si tu vois, après, c'est là que c'est un peu étrange parce que je suis producteur. Donc là, c'est des idées c'est plus du game design. Mhm. Et en fait, je me dis, j'aimerais bien genre pouvoir avoir une équipe et tu lances le concept, mais ensuite, je serais obligé, dans mon cas, de passer la balle Ouais. parce que je ne sais pas faire de level design. Je suis pas, voilà, c'est pas moi qui vais faire de l'équilibrage ou penser les mécaniques dans les détails, etc. Comment ça marche. Et en Mhm. fait, ça, c'est un problème qu'il y a des gens qui ont, notamment, c'est le directeur du studio qui fait, ah, mais les gars, moi j'ai une super idée de jeu, ça va être top. Mais il sait pas faire non plus. Donc il met des gens dessus et après il a, non, c'est pas comme ça que je voyais les choses, tu vois. Mhm. Ou non, non, ça c'est pas. Et ouais, mais faut. Si tu sais au moins formuler les objections et pourquoi ça va pas et pourquoi ça va, et reconnaître aussi ce qui va, ça peut aller. Genre, tu vois, tu te retrouves à être Michel Ancel, entre guillemets, tu vois. Mhm. Je dis pas qu'il sait pas faire, hein, il sait faire des trucs, mais bon, a priori, c'est un peu les reproches qu'il y avait sur. Ou ce que peut être un Miyamoto chez Nintendo Ouais. maintenant, tu vois. C'est pas lui qui va mettre les mains dans le cambouis d'un Mario ou d'un Zelda. Même à Onuma, c'est plus ce qu'ils font, tu vois. Mais il va arriver à faire, non, regarde, ça marche pas bien parce qu'il y a ci et ci et ça. Parce qu'il a une vision qui est pas la même, quoi. Et il Mhm. a son qu'il peut avoir. Mais ça, c'est un peu le truc
rêver entre guillemets de quelqu'un qui aurait une idée, quoi. Ok. Et dans la réalité, ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué. Il C'est faut sûr. pas devenir le tyran. Bah non, Qui parce va- que sinon tu vas braquer ton équipe et ça se concrétisera pas du tout comme tu veux. Ça, ou ça fera de la merde parce qu'il t'écoute alors qu'en fait, bah, t'as peut-être des idées de merde, Ouais. quoi. T'as pas la compétence pour en juger. Voilà, t'as pas la compétence pour te rendre compte qu'en fait, bah non, c'est pas bien. Ok, bah très bien. Bah écoute, tu as parlé suffisamment bien technique avec le gars, tu lui as expliqué comment bien réparer ta moto. Pour le coup, toi, t'avais les bonnes idées, mais t'avais juste pas les outils. Le monsieur a bien réparé ta moto comme il faut, même s'il a peut-être un peu grogné justement parce que tu lui apprenais son taf et qu'il a pas apprécié ça. Mais peu importe, ta moto fonctionne, tu peux remonter dessus, la chevaucher, traverser le désert et finalement arriver à ton campement où... c'est là où j'hésitais à te dire ouais t'arrives trop tard, le gamin est mort, juste comme ça te rendait le truc un peu plus difficile. Mais non, on va finir sur une happy end. Non tiens, on va tirer au sort. J'ai un petit dé à 6 faces, 1, 2, 3 il est mort. Regarde, tu peux dire par exemple que tu le sauves, mais tu le soignes lui, mais la maladie c'est quand même transmise et t'as pas assez d'antidote, tu vois. Je sais pas, il y a plein de trucs à faire en vrai. Eh ben écoute, Maintenant, il meurt, mais ben au moins tu vas sauver le reste de sa famille qui était tombé malade entre temps, tu vois. j'intégrerai effectivement un dé et je pense que ça c'est, je prends les tips pour améliorer un peu le live. J'intégrerai un dé et puis je ferai des petits trucs d'aléatoire pour que ce soit moins guidé. Mais pour l'heure, le gamin est décédé. Tu es arrivé malheureusement trop tard. Et face au désarroi de ses parents qui sont complètement en train de te reprocher ta lenteur, tu commences à avoir un halo blanc qui t'englobe totalement et tu commences à te réveiller vraiment tout doucement et tu entends cette petite voix. Le sujet est plus solide que ce que j'avais imaginé. Et tu finis par te réveiller. Avec le robot qui te regarde, en plus il a un œil plus grand que l'autre, il a une gueule un peu chelou. Tu sens que je l'ai fait un peu à l'arrache. Il te regarde, c'est vraiment une vision horrifique, de la première chose que tu peux voir en te levant. Mais voilà, tu es réveillé. Tu es dans l'Imagilab, tout s'est bien passé, tous tes organes sont encore là. Je ne t'ai rien fait de terrible. On va finir par la question que je pose à tout le monde pour terminer et qui conclut. Qu'est-ce que l'imaginaire selon toi ? Ouais, attends, on va finir par de la philo. Allez, exactement. J'adore cette question en fin de live. L'imaginaire. L'imagination, l'imaginaire, ouais. Ah, c'est pas la même chose. Mais, Bon, l'imagination alors, dans ces cas-là. je dirais que c'est une capacité du cerveau à formuler des scénarios qui, à la base, peut-être vient du fait de pouvoir formuler des scénarios pour te préparer à des possibilités du monde réel. Mhm. Genre, s'il se passait si, ou alors, voilà, je chasse, l'animal se déplace dans telle direction, il faut que j'anticipe. Donc en fait, tu imagines que son prochain mouvement sera d'être à tel endroit, à tel instant, telle position, à tel moment dans le futur. Tu vois, et donc à anticiper pour arriver à tirer ton javelot ou ton machin au bon endroit. C'est la capacité aussi à se dire que si tu arraches les plants tu coupes les arbres qui te donnent des fruits, ben l'année prochaine, tu n'auras pas de fruits. Ouais. Et que ça vient de là, et que plus ça a été, et plus le cerveau s'est développé, et plus les capacités sociales se sont développées, et plus on en a fait une capacité à créer des scénarios parfois complètement abstraits, ou sans aucun lien avec la réalité, ou sans aucun but éducatif final, juste parce que c'est une capacité qui a été surdéveloppée, on va dire, par rapport aux besoins initiaux qu'elle devait remplir. Ok, bah ça me va très bien. Je la partage en grande partie. C'est marrant parce qu'en fait, d'un invité à l'autre, des fois, tu as des trucs un peu plus littéraires, un peu plus abstraits. Puis la semaine dernière, l'invité que j'ai eu, Olivier, si tu nous regardes, bonjour, qui avait, pareil, une définition plus terre-à-terre, plus scientifique, on va dire, de la chose. Plus, voilà. Et bien écoute, je te remercie en tout cas d'avoir participé à cet épisode 5.
Je remercie aux personnes qui nous ont regardés en live, je remercie aux personnes qui regardent la rediffusion. N'hésitez pas à lâcher le petit follow qui va bien, ça c'est ce qui m'aide vraiment le plus. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine avec un invité qui est un youtubeur québécois. Je n'en dis pas plus. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée Maxime.